Merci beaucoup William, donc bienvenue dans l'épisode 5, c'est ça? C'est ça. Épisode 5 de À Méditer, donc avec William Artigue. Super, merci. Merci de m'avoir proposé. C'est un honneur de passer après Nicolas Berger, après Yvan Chevalier. Franchement, ça fait plaisir. C'est que le début et pour nous c'est un plaisir de t'avoir aussi. Trop bien. Donc là on est dans ton labo, donc tu es dans le 10e arrondissement à Paris. Ouais, c'est ça. Où tu t'es installé il y a après 1 an et demi, c'est ça? Ouais, un an et 3 mois. On a ouvert le 10 décembre. 10 décembre. Juste avant Noël. Il fallait, ouais. Meilleur moment pour ouvrir. C'était maintenant ou jamais. C'est courageux. Il fallait parce qu'à la base, on devait ouvrir en septembre. Mais bon, et les travaux et tout ça, on connaît comment ça se passe. Ça a décalé. Et puis après, on a commencé à bosser vraiment la production en novembre, un petit mois avant. Mais que sur la partie arrière du labo, parce que là, la boutique, elle n'était pas finie. Donc, on avait tout bâché, on avait tout scotché pour pas qu'il y ait de la poussière et on travaillait un peu au fond en réduit. Quoi. Ouais. Et après, un petit mois, et puis après, 10 décembre. Quoi. Et ça a été quand même, en fait, vous aviez un peu anticipé la prod de Noël avant l'ouverture, du coup? Ah non, il n'y a rien eu d'anticipé. Non, parce qu'on n'a pas pu anticiper, en fait. Ouais. On n'a pas pu anticiper vraiment la prod parce que comme l'atelier a pris un peu de retard, ça s'est tout terminé quasiment fin octobre, début novembre, l'atelier. On va dire fin octobre, le temps de recevoir les machines, le temps de tout nettoyer. Et puis après, comme je te disais, la boutique elle n'était pas finie. Donc en fait, moi je voulais pas faire de prod tant qu'il y avait de la poussière ou tant que tu vois, on ne pouvait pas tout faire. Toute cette partie-là pour cadrer les ganaches, pour cadrer les pralinés, pour enrober, toute cette partie-là on ne l'utilisait pas. Donc on a fait vraiment derrière juste un peu de tablette, un peu de masse, un peu de praliné. Tu vois, on a pris un peu d'avance là-dessus, mais après tout a été fait au moment. Quoi, tu vois. Donc, puis même pour caler les goûts, caler les produits et tout. Ça j'avais fait. Ça j'ai eu de la chance. Moi ça m'a pris 2 ans pour monter le projet. Je suis revenu de Lyon de chez Délices d'Essence en 2021, tu vois, août 2021. Et pendant les 2 ans où j'ai monté le projet, là j'ai pu faire des essais chez un ami, chez David Hess à Colombes, qui est une pâtisserie et chocolaterie. Et lui m'a prêté son labo pour que je puisse faire des essais. J'en ai fait en 2021, j'en ai fait en 2022. J'ai fait 2 sessions. J'y allais, il me prêtait le labo, les matières premières. C'était vraiment super de sa part. Ça se voit que ça se fait beaucoup. T'es les gens qui prêtent un peu les labos. Oui. Surtout parce qu'en fait, quand tu es avant une ouverture, en fait, t'as pas. Il faut. C'est un entrepreneur professionnel. Toi, si tu t'aides pas, en plus, nous on a de la chance. Toi, c'est un peu grand. Donc, à chaque fois qu'il y a des gens qui demandent pour enrober ou pour prêter l'atelier, il faut s'entraider. Quoi. Ouais. Ça, c'est. J'ai pu faire les essais là-bas. Et ça j'ai préparé quand même. Mais après, tu sais, c'est vachement différent entre faire des petites quantités. Tu vois, tu fais des petites quantités, mais après, quand tu les refais en grosse production, ça réagit pas pareil au niveau des infusions, au niveau des temps de mélange, des températures. Donc, on va dire qu'il y avait déjà la base pour ouvrir. Plutôt pour la carte d'ailleurs vraiment automne-hiver, la carte printemps-été, on l'a mis en place un peu juste après Pâques, tu vois, pendant le mois d'avril. Donc, mais il y avait déjà une bonne base pour ouvrir, quoi. On savait à peu près où on allait, quoi. Mais ça, c'est vrai que ça se ressent souvent, même en restauration, en boutique. Tu fais un essai pour un nouveau dessert ou quoi, tu fais pour 1 ou 2 ou 4 gâteaux. Et après, quand il faut en faire 500, ça change. Il y a de nouvelles problématiques que tu n'avais pas forcément anticipées avant. Exactement, c'est ça. C'est toujours un peu comme ça. Et il y avait une raison particulière pourquoi ici, à Paris, tu as trouvé un peu par hasard à la toute base, ça devait être à Levallois. Ah ouais, ok. Donc, on vient de loin quand même. Ouais. Heureusement que ça ne s'est pas fait là-bas. Mais en fait, à la base, pour un peu expliquer le cheminement, je me disais, je voulais pas trop ouvrir sur Paris même. Parce que je me disais, il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de grands chocolatiers déjà bien implantés. Donc en fait, je voulais me faire un peu la main dans une ville proche de Paris, avec un bon pouvoir d'achat, où il n'y avait pas de chocolatier. Et Levallois, ça cochait toutes les cases. Mais bon, Levallois en termes d'ambiance, c'est pas le 10e. Quoi. Ouais. Donc, de prix aussi pour acheter un local là-bas, ça doit être. C'est quasiment comme Paris. Ouais. Les prix de l'immobilier, c'est quasiment comme Paris. Eux, ils se considèrent que c'est Paris. Tu vois, es juste derrière le 17e. Donc bon, au début, c'était à Levallois. Pour ces raisons-là, j'avais trouvé un local qui était vachement bien situé, qui n'était pas vraiment idéal pour faire la fabrication comme celui-ci, mais au moins qui était bien situé. Donc j'ai bossé pendant quasiment 1 an sur ce local-là. Finalement, ça ne s'est pas fait, heureusement. Et juste après que j'ai appris que ça ne se faisait pas à Levallois, c'était en septembre 2022, j'ai cherché, j'ai marché et j'ai trouvé ici.
C'est un peu par hasard vraiment. Et tu dis heureusement pas Levallois parce qu'au final, avec le recul. Parce que avec le recul, tu vois, je pense pas que. Déjà, ça aurait pris beaucoup plus de temps pour se faire connaître. Tu vois, là, dans le 10e, tu es à Paris, tu viens, c'est quasiment central, la République. Levallois, je pense qu'on aurait dit aux gens, il faut aller voir le nouveau chocolatier à Levallois. Déjà, on en aurait perdu plein. Après, en termes d'image, c'est pas la même chose, quoi. En termes d'image, et puis surtout, j'ai compris quelque chose. Tu vois, le jour où j'ai appris que ça se faisait pas à Levallois, je marchais dans la rue et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici, tu vois. J'étais pas à ma place, tu vois. Et maintenant, et après, quand j'ai ouvert, et une fois que tu es commerçant, que tu as l'habitude de quartier, tu vois, les gens, tu les vois, c'est quand même vachement important l'implantation dans le quartier. Il faut vraiment se sentir bien dans le quartier où tu es parce que tu y es tout le temps. Les gens que tu croises, tu les croises tout le temps et il faut quand même bien se sentir dans le quartier. Et, tu vois, là, il y a le canal, il y a même en venant, on a vu toutes les boutiques à côté, ça bouge pas mal. Il faut, c'est très piéton aussi, tu vois, donc il y a du passage. Cool, ça fait assez jeune aussi. Bah oui, par rapport à l'image de marque qu'on voulait faire, tu vois, le fait d'être une jeune chocolaterie, on a plus notre place ici, même notre clientèle, je pense que… on voulait en parler, c'est un peu, tu le ressens de ta clientèle justement que… Enfin, tu vois, la clientèle que tu attires, tu trouves que ça ressemble un peu à la marque que tu veux dégager c'est drôle parce que moi, j'avais vraiment pas envie que ça soit qu'un type de clientèle, tu sais, que ça soit que un peu les gens qui ont des moyens, un peu âgés, qui généralement sont un peu les gens qui achètent du chocolat, on va dire, pour schématiser. Et je suis vraiment content et je continue d'être surpris qu'on arrive à toucher tout le monde, tu vois. On arrive à toucher des jeunes, on arrive à toucher des moins jeunes, on arrive à toucher des familles, on arrive à toucher des touristes, tout le monde se retrouve un peu dans ce qu'on fait et je suis vraiment content de ça parce que c'était ma peur un peu de me dire ça va être réservé que pour un type de personne, tu vois. Donc ça, je suis content pour ça. C'est pour ça que ça dépend aussi beaucoup du quartier parce que c'est vrai que selon la démographique… oui, c'est ça. Il y a déjà des clients habitués Oui, forcément. Il y en a qui sont là depuis le début. Il y a des qui ont leurs petites habitudes tous les vendredis, les petites ganaches nature. Après, non, on a de la chance, des gens qui nous suivent depuis le début. Et puis là, c'est que notre deuxième année, donc c'est encore plein de nouveaux clients qui nous découvrent. Tu sais, c'est excessivement long le temps avant de te faire connaître. Des fois, les gens ils disent ça fait 6 mois que je dis que je vais passer. Même j'étais surpris, moi, l'été dernier, j'avais des gens qui me disaient on habite dans la rue et c'est la première fois qu'on vient. Alors qu'on avait ouvert quasiment depuis 8 mois. Et les gens, on a notre vie, on est un peu pris chacun dans notre truc. Avant de te dire, ah oui, j'ai un créneau pour aller voir le chocolatier qui vient d'ouvrir. Des fois, c'est long, donc on continue avec des nouveaux clients. Et en parlant de clients, justement, on a vu, je pense que c'est un apprenti qui est passé juste derrière nous. Lucas, Lucas. Qui vient faire la vente. Du coup, c'est… nous on fait un peu tout. On fait un peu polyvalent. Après, il faut être polyvalent. Dans une jeune entreprise, il faut savoir tout faire. C'est ça qui est intéressant. C'est cool aussi. En fait, on fait la vente quand il y a Samia ou qu'il y a Claire qui sont l'équipe en vente, qui prennent la pause. Le midi, c'est quelqu'un de l'équipe qui prend la vente. Et puis après, quand il y a besoin de donner un coup de main, tu vois, au coup de bourre, il y a toujours quelqu'un qui va en boutique. Moi, j'y suis le mercredi après-midi. L'année dernière, j'y étais beaucoup et tout ça, ça dépend, quoi. Mais c'est bien que chacun y aille, quoi. Puis la clientèle, peut-être, ils aiment bien voir les chefs un peu. Moi, ils aiment bien voir l'équipe, tu vois. Et puis nous, on en parle d'une autre manière. Forcément, comme on les fait, tu sais, tu as toujours le petit détail, la petite explication, le petit… Et puis je pense que c'est bien aussi pour tout le monde. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Tu vas vraiment jusqu'au bout. Tu donnes beaucoup de mal pour faire un bon produit, tu en es fier. Normalement, si c'est bien fait, et puis à la fin tu le proposes, c'est cool, quoi. Toi, la pâtisserie, ça a commencé jeune ou c'est… Sortie de 3e. Sortie de 3e, t'as tiré dessus que tu voulais faire ça Non, moi c'était vraiment par hasard. J'étais vraiment mauvais à l'école, donc je pouvais pas faire quelque chose de général, tu vois. Donc il a fallu faire professionnel. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de skate. Et en gros, je me dis… tu en fais encore, non? T'as eu ta blessure. Je fais plus. Là, je me suis fracturé l'été dernier. Je fais plus. Là, je suis en rééducation encore. Et là, t'as encore… je boite. parce que du coup, pour expliquer, tu faisais du skate, tu t'es fracturé totalement ouvert. En fait, tu vois, ça faisait 2 ans que j'avais pas vraiment fait de sport. Parce que j'étais trop pris par l'ouverture, encore moins du skate parce que plus l'ouverture avançait et plus je me disais surtout te blesse pas. Parce que maintenant que c'est lancé, qu'il y a les travaux, qu'il y a le prêt, qu'il y a les gens, surtout te blesse pas. Donc j'avais arrêté et j'en ai pas fait forcément toute l'année l'ouverture. Forcément j'étais claqué, j'étais sur les rotules justement, c'est le cas de le dire. Et le premier jour des vacances, en août, je me dis je vais aller faire du skate.
Bon, c'était pas la bonne idée parce que. Pile sur la reprise. En plus, c'est un peu de ma faute aussi. J'ai un peu fait comme si, comme si j'avais jamais arrêté. Quoi. Voilà. Dans ma tête, j'avais encore 18 ans, tu vois, donc j'ai fait un truc. Mes potes, ils m'ont dit, c'est normal que tu sois blessé. J'ai dit, c'est un truc trop haut, j'ai pas réussi. Et donc je suis tombé, ça s'est fracturé. Quoi. Mais avant, j'en faisais beaucoup. Et pour revenir à ça, en fait, c'était. Moi, à la base, à 17 ans, mon but dans la vie, c'était faire du skate. Tu vois. Donc je me suis dit, trouve-toi un métier où tu bosses le matin. Et tu feras du skate l'après-midi. C'était un peu ça le plan de carrière. Tu vois. Et donc, ça s'est fait un peu comme ça par hasard, la pâtisserie. J'ai fait un stage de 4e, un stage de 3e. Ça m'a plu, tu vois, sans plus non plus, sans grande révélation. Et par contre, après, dès que j'ai commencé en apprentissage chez Fabrice Duconte à Antony, qui est un très bon artisan, pâtissier, boulanger, il faisait tout, les chocolats. Et là, par contre, ça m'a tout de suite plu. Tu vois, je me suis vraiment pris au jeu et je suis passé des derniers dans la classe au premier. Tu sais, ça m'a tout de suite plu vraiment. Donc, il y a quand même eu un petit déclic au moment où j'ai commencé. Le fait que ça soit très minutieux, très rigoureux, qu'il faille s'appliquer et puis surtout gourmand, tu vois, moi j'adore manger dans notre famille, on adore tu sais, la gastronomie, la cuisine de manière générale, donc il y avait quand même déjà une disposition, je pense, à travailler dans les métiers de bouche. Quoi. Et le fait de trouver, pas forcément de trouver ta voie parce que tu n'étais peut-être encore pas sûr, mais tu vois, de trouver un truc où tu te sentais utile, où tu étais plus épanoui, tu sentais qu'après en cours ça allait mieux ou non les cours, j'étais super bon en techno. En techno. Trucs qui sont intéressants. Voilà. J'ai pas aimé l'école du jour au lendemain. Le reste, ça m'a jamais. Bon. Mais en tout cas, la techno, j'étais super bon. Les sciences appliquées, j'étais super bon. Et après, en pratique, ça, j'étais bon aussi. Parce que je travaillais beaucoup. Quoi. Donc voilà. C'est trop bien. Et c'est vrai que tu es encore très jeune. Enfin, tu as quoi, 31 33. 33 33, on dirait pas. Mais... Toi, t'as combien, toi? Moi, j'ai 25, j'ai eu 25 il y a une semaine. Mais non. On aurait dû faire un gâteau. On aurait fait une petite surprise. You, le champagne, on va faire péter. On va finir par boire du champagne. Et toi? 24, bientôt 25, Gâteau aussi? C'est moi aussi? Gros gâteau, là. Gros gâteau, là. Là, fallait préparer le gros gâteau. Mais j'imagine, toi, en vrai, tu dois avoir l'impression que c'était hier que tu avais 25, non? Enfin, ça doit aller tellement vite. Parce que même moi, j'ai l'impression que entre les 20 et les 25, c'est passé à une vitesse folle. C'est passé à une vitesse de ouf. Surtout quand tu bosses autant, enfin, tu vois, je trouve que tu vois pas trop le temps passer. Non, t'as pas l'air d'accord. Je sais pas, depuis l'ouverture, le temps il est bizarre. C'est pas pareil, quoi. Le temps est plus long, je trouve. Ah ouais? C'est long, quand même. Long par rapport à quoi, le temps que ça se lance? Ouais, c'est long parce que tu sais, c'est tout. En fait, pour arriver à l'ouverture, déjà, c'était très long. 2 ans, tu as l'impression que c'est long, mais en fait, c'est hyper. Ça passe vite, mais tu as l'impression quand on dit 2 ans, ça a pris 2 ans pour ouvrir, tu as l'impression que c'est long, mais en fait, en 2 chargé, ans. quoi. Bah oui, c'était le moindre rendez-vous avant d'avoir une réponse, c'est toutes les 2 semaines, 3 semaines. Enfin, tout prend un temps incalculable. Tu vois. La moindre autorisation, le moindre truc en travaux, donc en fait, tout prend un temps. Donc le temps, moi, ça m'a vraiment appris la patience, tu vois. À partir du moment où j'ai commencé, à être patient, à vraiment prendre le temps, parce que nous, tu sais qu'on est dans nos métiers, côté pâtissier ou tu sais, chocolatier, ça va vite, tu vois. Tu viens, tu arrives, tu fais ton travail, tu es plutôt habitué à ce qu'il y ait un certain rythme. Tu donnes des ordres ou tu donnes des directives, ou ta journée elle se fait relativement rapidement, tu n'as pas ce temps un peu de réflexion, d'attente, c'est quasiment instantané. Donc après, quand tu dois passer au rythme un peu plus projet administratif, et puis là maintenant qu'on est lancé, la moindre chose à faire évoluer ou à changer, maintenant que tout est en place, c'est beaucoup plus long. Quoi. Parce que on doit faire évoluer un boîtage, mais à côté, tu as tout le reste à gérer. Donc avant d'avoir le petit créneau pour faire changer le boîtage, pour prendre le rendez-vous, pour avoir le retour, pour faire valider, pour faire la production. Donc le temps, autant je te rejoins sur le fait que on va dire que l'apprentissage et puis après tout le parcours, là, les 12-13 ans que j'ai fait en tant qu'ouvrier, enfin le parcours, c'est vrai que c'est passé relativement vite. Mais après, là, depuis que j'ai fait le projet, c'est long. Des fois, tu as l'impression un peu de dit. Bon. Et en même temps, des fois, c'est vrai que tu tournes la tête et on est Pâques. Après, c'est peut-être aussi l'ouverture, justement le temps que ça se. Tu vois, peut-être quand l'entreprise aura 4-5 ans, tu vois, dans le viseur. Et que ça roulera mieux. On s'ennuiera après. Ça, je sais pas si on peut s'ennuyer sur Paris en tant que chocolatier. Je sais pas, on fait des métiers répétitifs quand même. Les ganaches tous les jours, les pralines tous les jours. Faut essayer de. Justement, nous, c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec la saisonnalité un peu pour ramener un peu de rythme dans l'année, un peu de création, un peu de recherche au niveau des produits.
ça faisait partie de pourquoi j'avais envie de travailler comme ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est des métiers où c'est un peu redondant. Et par rapport à ça, justement, la saisonnalité, cette particularité un peu qu'on ne retrouve pas chez d'autres chocolatiers, comment est-ce que tu l'as amené? Enfin, pourquoi ce choix-là? Moi, à partir du moment où j'ai commencé la pâtisserie, donc en BEP, je sais pas, tout de suite, j'ai vraiment été passionné par la gastronomie plutôt salée, tu vois, la cuisine, les chefs, tous ces univers, forcément les étoilés, enfin, tu vois, vraiment tout ce secteur-là. J'ai fait beaucoup de tables étoilées, tout l'apprentissage, et puis pendant les premières années, c'est vraiment quelque chose qui m'a tout de suite plu, beaucoup plus finalement que l'univers de la pâtisserie et de la chocolaterie qui est quand même plus restreint, tu vois. Et donc forcément, je pense que si tu es attiré par ce milieu-là, tu sais, il y a cette philosophie, enfin vous voyez bien à l'hôtel, quoi. Tu es au contact des cuisiniers ou des pâtissiers de restauration, tout de suite, le produit il est beaucoup plus sourcé, il y a une attention qui est quand même beaucoup plus grande qu'en boutique, on va dire, pour schématiser. Et puis après, forcément, si tu es attentionné au produit, l'étape d'après, c'est la saisonnalité. Donc c'est un peu un mix, tu vois. Et après, ça partait aussi de se dire, moi, si j'ai envie de faire les meilleurs chocolats ou les meilleures pâtes de fruits possibles, tu vois, c'est un peu le but de ce qu'on fait. Forcément, c'est les meilleurs produits, et les meilleurs produits, c'est au meilleur moment. Donc, tu vois, c'est un peu une logique. Il y a ça, c'est vraiment avoir les meilleurs produits pour faire les meilleures réalisations. L'attrait pour la gastronomie, les chefs de manière générale. Et après, la troisième raison, c'est, comme on vient de dire, pour pas s'embêter, quoi. Parce que, tu vois, comme on dit, si toute l'année, tu fais la même chose pendant 20 ans, la ganache vanille, elle est sympa, tu vois. Il faut la faire parce qu'on aime bien. Mais là, le fait de fonctionner un petit peu avec des cartes, on va y avoir des chocolats octobre-novembre, décembre, janvier. C'est plus stimulant pour tes équipes. C'est un peu plus stimulant, quoi. Même pour nous. Parce que même si ça reste une ganache, même si ça reste un praliné, en fonction du produit avec lequel tu vas travailler, ou tu vas essayer de réfléchir à comment le ressortir au mieux, tu vas toujours trouver des petites subtilités ou des petites façons de le travailler dans la ganache pour qu'il s'exprime au mieux, et pas juste faire des choses par automatisme ou je sais pas, on fait une ganache, je te dis une bêtise, mais on fait une ganache citron, on met que le jus, on met que les zestes, peut-être qu'on pourrait mettre un peu de, comme on parlait tout à l'heure, la crème de citron ou un peu de marmelade, sans que ça se sente, mais tu le mixes dans la ganache, ça prolonge le goût. Enfin, tu vois, ça amène la réflexion à te dire, on va faire quelque chose d'un peu différent, même si ça reste forcément, ça reste des ganaches et des pralinés, mais le produit que tu vas choisir de base, il influe sur comment tu vas le travailler, et c'est ça qui est intéressant. Et de là, ça te fait aussi travailler le sourcing. Et ça, c'est super intéressant. Le sarrasin chez Philippe Guichard, tu le rencontres, donc il te parle d'autres choses. Là, en septembre, il y aura des myrtilles sauvages. Donc tu vois, ça te motive pour faire autre chose en septembre. Le miel, le miel de Patrick Chollet, tu vois, il est venu, au début on ne prenait que le miel de châtaignier. Là on lui a donné du gruet de chez Nicolas Berger, du gruet de plusieurs origines. Et là il est en train de faire un miel infusé avec le gruet de cacao. Après, on va faire c'est marrant de combiner. Et après on va faire le nougat chocolat avec ce miel là. Donc t'imagines déjà si tu pars avec un miel, il va prendre un miel classique toute fleur, tu vois, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un miel de carotte ou de châtaignier pour après faire un nougat chocolat. Mais on va partir avec son miel, il va le faire infuser comme il fait un peu avec son miel safran avec les grues de Nicolas Berger. Donc déjà nous quand on va commencer à faire le nougat cacao, déjà il va avoir un goût que tu n'auras jamais trouvé ailleurs, quoi. Parce que on a rencontré Patrick, parce qu'il y a eu la démarche, parce que tu vois. Tu as été plus loin que juste être dans ton labo à dire comment je vais améliorer la recette, tu vois. C'est ce qu'on essaie de faire. Après, des fois, tu vois, des fois c'est ce qui se passe. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette réflexion de produit, tu te rapproches forcément, dans ton sourcing, tu te rapproches forcément des gens qui vont t'inspirer, quoi. C'est plus ça ce que je voulais dire. Et après, c'est vrai que des fois, si c'est pas une rencontre avec quelqu'un en particulier, il y a toujours cette réflexion, comme tu dis, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le produit. Tu vois, comme le praliné avec la gavotte sarrasin que j'ai appris à plénitude. Quand j'étais fait les petits stages, là, les petits extras. Et tu vois, j'avais cette recette-là de gavotte là, que Sacha m'avait montré. Et tu vois, je me suis dit, si on doit faire un praliné feuilleté, est-ce qu'on le fait avec ça? Donc j'avais fait des essais chez David à Colombes, et j'avais fait avec la feuilletine qu'on connaît tous, et après avec la gavotte. Et quand tu goûtes les deux, tu dis, c'est ce qu'on va faire. Donc il y a aussi cette recherche-là de dire comment on peut faire un peu les grands classiques de la chocolaterie que tout le monde connaît, mais avec notre sensibilité, quoi. Parce que toi, tu es venu un peu nous aider pour l'ouverture du café Louis Vuitton, donc à l'hôtel Cheval Blanc pendant quelques mois. C'était bien. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. T'en gardais bons souvenirs? C'était extraordinaire. Tu vois, moi, en plus, ça s'est fait super naturellement parce que Sacha, il avait travaillé avec mon meilleur ami Romain en pâtisserie au Ritz. Et j'avais croisé Sacha un peu comme ça, il était déjà venu me donner des conseils quand je faisais le Pascal Café chez Arnaud Larère. Donc on s'était vu, mais ça c'était en 2016. Après on s'est revu au mariage de mon meilleur ami.
Donc on a repris un peu contact comme ça et tout ça. Et après, je sais pas, on se voit avec Sacha. Et donc moi, c'était les 2 années, au début des 2 années où j'avais pas de travail, quoi, je faisais que le projet. Et je lui dis, mais moi j'adorerais venir voir Plénitude et l'hôtel, et tu vois, parce que comme je te disais, moi j'ai toujours été passionné par la gastronomie, les grandes tables, tu vois. Je me dis, s'il y a la chance d'aller faire des extras à Plénitude qui est en train d'ouvrir, c'était l'année d'ouverture. Puis il y a Arnaud Donquel, moi ça m'a toujours attiré son travail, tu vois, les visuels, sa philosophie, tu vois, je me suis toujours dit, lui ça me parle, tu vois. Donc j'ai dit, moi je viens. Donc j'étais stagiaire, commis, là, c'était trop bien. En plus, ça m'a vraiment fait plaisir. N'importe quel stagiaire. Ouais, tu vois, c'était drôle. En plus, moi, ça me faisait rire parce que tu vois, j'étais passé de 3 ans et demi où j'étais chef chocolatier à Lyon. Moi, j'avais mes petites habitudes, j'avais mon équipe, ça roulait bien et tout ça. Donc, tu vois, j'étais à l'aise. Et là, tu repasses à commis dans un grand hôtel, tu sais, c'était drôle, tu vois. Franchement, ça me faisait rire le décalage. Et puis surtout, c'était vraiment. Moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'était. Tu sais, j'ai fait que de la chocolaterie, on va dire, dans mon parcours professionnel. J'ai fait des études en pâtisserie, mais après, j'ai fait que de la chocolaterie. Bon, la chocolaterie, c'est quand même, tu sais, c'est quand même assez, pas fermé, mais bon, c'est un peu toujours la même chose. Et c'est une façon un peu particulière de voir la production parce qu'il y a des contraintes sur la vente, sur la boutique, sur la conservation. Donc, tu vois, c'est quand même un peu, on va dire, rigueur. Tu vois, mais rigueur un peu dans le sens enfermé, quoi. Ouais. Et là, tu vas devenir dans un environnement que je connaissais pas, où il y a une créativité qui est vraiment poussée, qui est exacerbée, tu vois, avec toute la réflexion qu'il y a autour sur tous les gâteaux. Vous faites Moi, j'étais vraiment choqué de voir tous les petits détails qui sont apportés, tu vois, dans la pâte à baba, l'infusion sarrasin, dans la gavotte gruée, cacao, l'infusion de gruée dans l'eau, tu vois, juste 5 minutes, tu vois, que des trucs comme ça. Et en plus, ça m'a permis de comprendre pourquoi c'était aussi bon tout ce que je mangeais en tant que client dans les grandes tables avant quand j'y allais, où tu goûtes des choses et tu te dis mais t'as jamais goûté ça. C'est pas forcément pourquoi. Et en fait, tu dis ok, donc le poulet il a été mis sous vide avec la feuille de laurier, un peu de jus de citron 24 heures avant avec un peu d'huile d'olive, et quand tu le goûtes, ça tu sais pas en tant que client, mais après tu dis le poulet il est extraordinaire. Et de voir tout ça, que ce soit autant en cuisine ou dans tous les postes de pâtisserie, tu sais, j'étais comme un gosse, quoi. Et tous les petits détails, tous les trucs de fou, et puis j'adorais aussi voir tous les bons produits, quoi. C'était comme, pour moi, c'est trop bien que tu goûtes, tout ce que tu goûtes, c'est unique, tout ce que tu goûtes, ça a un goût marqué. Donc moi, j'étais comme un enfin, j'étais trop content. Surtout dans ton discours, on reconnaît un peu le discours de notre chef, Maxime Frédéric, où il va vraiment chercher chaque produit, c'est un producteur, et c'est comme ça aussi qu'il se crée son image, quoi. Et sur chaque produit, il y a une différence, quoi. Ouais, les goûts un peu atypiques. Tu dis, le nougat que tu vas faire, en fait, il aura le goût d'aucun autre nougat parce que tu peux pas. Tu as démarché d'une manière que le chocolatier au coin de la rue, il va pas pouvoir faire pareil. Donc, ou même si tu fais un très bon nougat avec une bonne recette, avec un bon cacao pâte, avec des bons fruits secs, le miel déjà, il sera. C'est ça exactement. Et pour toi aussi, pour le vendre après, tu peux aller hyper loin dans l'explication au client. On n'en joue pas trop. Ah ouais? Non, c'est pas trop notre truc. Ouais. Tu vois, au début, on n'expliquait pas du tout. Et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même un peu expliquer, tu vois, sans en rajouter. Mais, tu sais, des fois, je trouve que c'est un peu... c'est un peu poussif, un peu lourd. Tu sais, est-ce que vraiment le client ou la cliente, elle a vraiment besoin de savoir, tu sais, tout ce qu'on vient de dire sur Patrick, parce qu'après, tu peux tartiner. Hein. Tu peux tartiner sur Patrick, tartiner sur les amandes, tartiner sur les noisettes, tartiner sur ton savoir-faire, tout ça. Et à la fin, tu sais, la personne, avant même d'avoir dégusté, tu l'as déjà, laisse-la un peu ressentir les choses par elle-même, tu vois. Donc on en joue pas trop de mettre en avant tout ce qu'on fait, tu vois. On le fait quand même un petit peu, on va dire, avec parcimonie pour quand même, parce que les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, tu vois. Faire la gavotte et pas l'expliquer, moi c'est un peu dommage, tu vois. Donc on le met en avant, mais pas trop. Je veux pas que ça soit trop poussif. Ouais. Les gens, il faut laisse-leur. Tu vas pas leur imposer ça aux clients. Tu vois juste plus qu'eux ils découvrent ou ils posent des questions. C'est bon quoi. Tu vois, qu'est-ce que ça change finalement, tu vois, de savoir que le miel, si quand tu le goûtes, la personne qui le goûte et dit c'est le meilleur nougat cacao que j'ai jamais mangé, c'est suffisant, tu vois. Tu es comme un peu comme je te disais tout à l'heure, tu manges quelque chose dans un étoilé, dans un super bon resto, au final. Si le serveur, avant de te faire déguster, il te dit on a pris soin de faire infuser le romarin 48 heures sous vide, c'est bon, on mange quoi. mais il faut le faire quand même, mais c'est important de le faire parce que sinon les gens qui ne sont pas du métier, tu vois, ils ne se rendent pas forcément compte de tout le travail, de tout ce que tu fais en amont et de tout le sourcing, donc je pense qu'il faut le faire quand même. Mais sans que ça soit too much, quoi. Et toi, avant ça, tu avais travaillé un peu dans d'autres grandes maisons. Tu as parlé un peu d'Arnaud Larère, Patrick Roger, Jacques Génin. Il y en a un qui t'a marqué particulièrement dans ton parcours,
une maison où tu as vraiment pris ton pied, où tu as vraiment découvert les meilleures techniques? Oui, j'ai repensé juste pour finir sur le passage parmi vous. Ce qui était vraiment bien aussi, c'était tu vois, cette ouverture d'esprit et de voir, parce qu'on a travaillé le chocolat, et de voir un peu comment Maxime, comment les équipes, comment Sacha, enfin comment tout le monde, leur vision du chocolat et comment eux ils travaillent le chocolat, tu vois, qui était différente forcément d'un chocolatier de formation, tu vois. Et ça, c'était vraiment inspirant de dire ah ouais, ils font comme ça, ils voient la matière comme ça. Ça, c'était vraiment inspirant, et dans la construction du goût et aussi surtout l'ambiance. Ouais. Moi, dans tout mon parcours, j'ai toujours, ça s'est bien passé dans toutes les maisons où j'étais, il n'y a eu aucun problème. Mais j'ai vraiment été marqué par l'ambiance, la bonne ambiance qu'il y avait dans l'équipe et la sérénité, tu vois, partout, dans tous les. Alors que c'était l'ouverture, que c'était quand même un peu, voilà, il fallait y aller quoi, partout. Tout se passe bien, tout le monde est, tu vois, jamais un mot de trop, jamais un drame. Je me suis dit, mais tu vois, c'est un bel exemple, autant dans les goûts et autant dans la recherche, que vraiment de dire, c'est bien, c'était une ambiance de travail comme ça. Enfin, moi, ça m'avait marqué parce que j'avais jamais connu ça, tu vois, dans mon parcours. Quoi. Une ambiance aussi agréable, même si j'ai jamais connu de drame, tu vois, mais ça m'avait marqué aussi ça. Ouais, c'est marrant le côté, la vision dont on travaille le chocolat, parce que moi aussi, j'ai un peu eu ce ressenti. Moi, je sortais d'apprentissage chez Vincent Guerlet, qui est un chocolatier. Un très bon chocolatier, mais c'est un chocolatier. Et quand on a fait l'ouverture du Café Louis Vuitton, etc., on ressent quand même que dans la démarche de fabrication, ne serait-ce que c'est un bonbon, c'est presque fait comme un pâtissier. Enfin, c'est des chocolats de pâtissier. Et même si, ok, on va peut-être être moins pointilleux, moins exigeant sur des process qu'on connaît moins bien, ça n'empêche que tu ne travailles pas le bonbon choc de la même manière qu'un chocolatier. C'est vrai que c'est marrant de… Oui, c'est ça, exactement. Et ça a quand même réussi à faire une identité propre. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais, carrément. C'est les chocolats que tu as au Cheval Blanc ou à élever, tu n'as pas l'impression de les avoir déjà mangés ailleurs. Quoi. Ouais. Quand même réussi à faire quelque chose d'une signature propre dans les goûts. Enfin bon, pour revenir après au parcours, je dirais forcément, c'est un peu la somme de tous forcément. Mais si je devais retenir qu'une expérience, ça serait Jacques Genin. C'est là où je me suis senti le plus épanoui. Et puis, Parce que tu as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 2 ans. 2 ans. J'ai fait 2 ans, juste après Patrick Roger. J'ai fait 2 ans. Au bout de 6 mois, il m'a passé second de Sophie. Donc Sophie qui était la chef chocolatière. Et donc je l'ai secondée. J'ai fait 1 an et demi de second. Donc c'était vraiment cette expérience-là qu'on va dire qui est peut-être la plus fondatrice et dans la philosophie de travail, dans ce qu'on essaie de faire au niveau de la fraîcheur, au niveau de ce travail un peu, on va dire, cuisinier, tu vois, un peu cuisinier du chocolat, si on peut un peu, vulgariser. Ça m'a vraiment marqué le souci du détail, de vérifier que c'est bien, que c'est la bonne texture, que dans la boutique tout va bien, que les tartes cuites tous les jours, enfin tout, vraiment c'était vraiment une attention, un peu comme vous connaissez au Cheval Blanc, mais dans une boutique et en chocolaterie, en pâtisserie. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence dans une boutique de chocolaterie, c'est de considérer tout ce qu'on fait là comme si c'était des produits frais, comme si c'était une pâtisserie, alors qu'au final, c'est pas frais, du praliné, c'est pas frais. Mais d'arriver à comprendre et d'arriver à ressentir que cette boîte-là, même si ça craint rien, on peut la laisser là ouverte, il va rien se passer, tu vois. Mais à chaque fois que tu attends un peu, le produit il s'abîme, tu vois. À partir du moment où tu as fini ta fabrication et à partir du moment où tu vas le vendre, tous les jours il s'abîme un peu plus. Donc c'est de considérer ça comme un produit frais. Et lui, c'était vraiment ça, quoi. Donc et c'est ça qui fait la différence, parce que entre un praliné qui est fabriqué, qui est stocké, qui est ressorti tous les jours un petit peu pour mettre en vente, et un sachet qui est fait il y a 1 mois et qui est oublié comme ça dans la boutique parce que ça craint rien, en fait à la fin tu goûtes et ton chocolat il a plus trop de goût, ton praliné il a plus trop de goût, c'est plus trop croustillant, c'est un peu mou, tu vois. Donc c'est vraiment cette notion de fraîcheur qui est pourtant pas forcément, qui va pas forcément de pair avec la chocolaterie, la confiserie. Ça m'a vraiment marqué. Et puis après, c'est un truc aussi que j'ai appris pas récemment, mais à goûter souvent et à comprendre ce que tu goûtes et à pas se dire parce que je fais toujours pareil, le produit sera pareil. Exactement. Des fois, en fait, il faut goûter tout le temps et dire ça va pas. Et en fait, tu dis pourquoi ça va pas. Ok, comment est-ce que. Exactement. Alors que tu vois, souvent, tu tombes un peu de la routine, comme on disait tout à l'heure. Exactement. En fait, non, le praliné, je le fais toujours pareil, toujours avec la même crème, donc il sera toujours pareil. Alors que pas forcément. En fait, les produits ils évoluent. C'est ça. Ça me fait penser à un souvenir très précis. C'est qu'à chaque fois qu'on faisait les pâtes de fruits, les caramels ou qu'on faisait des ganaches, tout le temps il fallait préparer comme ça là, une petite réglette de dégustation avec la fabrication de la veille, tu vois. Et le matin,
On est arrivé avec Monsieur Genin, hop, on coupe, on goûte, c'est bien, c'est pas bien, c'est cuit, c'est pas assez cuit, un dixième de moins, un dixième de plus. Le caramel, ça va, attention, pas trop caraméliser le prochain, tu vois, tout le temps. Un suivi, tout le temps, il n'y avait rien qui était fait par, oh, c'est la recette, c'est bon, allez hop, on vend, quoi. Les ganaches, pareil, après l'enrobage, il fallait lui préparer les bonbons de la semaine, tu vois, pour être sûr que tout va bien. Tu vois, il y avait vraiment un suivi permanent avec le produit, tu vois. Et ça, ça marque et c'est ce qu'on fait, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on fait. Et lui, il était encore beaucoup présent dans les labos. Ah ouais, tous les du matin au soir. Ouais. Ça, c'était bien aussi parce que toi, t'es vraiment avec le chef, en fait, t'es vraiment avec la personne, c'est sa maison. Avec quoi. Sa vision. Il est là à côté, il cuit avec toi. Tu t'imprègnes de ça, quoi. C'est pas juste un nom et puis je trouve que tu as la chance, toi, de bosser vraiment en contact avec la personne, la relation qui se crée, l'affiliation, tu vois, enfin, c'est beaucoup plus, forcément, tu crées d'autres choses que tu crées pas si la personne elle est plus dans le labo. Moi, c'est un truc que j'adore dans le métier, c'est justement au fur et à mesure de temps, un peu créer ce passeport de gens avec qui tu as partagé, échangé. C'est hyper enrichissant. C'est ça qui te reste à la fin. Parce qu'à la fin, bon, tu as le savoir-faire, forcément, bon, tu as les recettes, forcément, c'est un support. Mais moi, ce que je vois maintenant que je suis tout seul, enfin, on va dire tout seul, tu n'es plus à travailler avec c'est ce que tu retiens, ce que tu gardes et ce qui t'accompagne après, une fois que tu t'exprimes tout seul, c'est vraiment plus les rencontres et c'est un peu le mot, la philosophie qui t'ont transmis que finalement, tu vois, les recettes ou vraiment quelques tours de main, tu vois. Mais c'est vraiment, tu vois, de chez Jacques Genin, par exemple, j'en retiens plus cette notion de fraîcheur et cette attention et cette sensibilité vraiment au détail. Et c'est ça qui m'accompagne plus que des recettes ou que des choses comme ça, tu vois. Et c'est pareil pour toutes les maisons. Je pense que quand tu rencontres vraiment une personne, c'est ça qui t'accompagne plus que ses techniques ou son savoir-faire. Ce que vous voyez avec Maxime, l'état d'esprit, tout ça, la notion d'acheter les noisetiers, acheter peut-être demain, toi tu vas acheter des pommes, tu vois, ou toi tu vas t'investir dans une autre filière, enfin tu vois, ça te nourrit. Et après quand tu vas reprendre des bases de ce que vous avez vu, mais ce qui va te rester, ça sera aussi plus vraiment ce côté-là, vraiment humain, est-ce que la personne est là au fond d'elle, autre que juste les gâteaux, quoi. Et puis nous, le côté un peu de faire le podcast, justement, du coup, ça nous pousse à aller à la rencontre de gens comme toi, comme d'autres chefs. Enfin, nous, on adore, quoi, parce que c'est clairement. Enfin, les souvenirs qu'on va en garder, c'est ouf, tu vois. Nous, c'est trop bien. C'est vrai que quand tu rencontres, quand tu ouvres une boutique, c'est ça aussi bien, c'est les rencontres, quoi. Tu fais des rencontres que là, je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais continué à être salarié ou forcément, tu as un peu une exposition qui fait que tu rencontres des gens un peu plus facilement, c'est cool, quoi. Tu rencontres des gens qui t'inspirent. Là, on est en train de... Il y a Sugio Yamaguchi qui a ouvert Wani et il était venu l'année dernière comme ça, il passait dans la rue et je lui dis parce que j'étais allé manger chez Botanique pour mon anniversaire et j'en avais gardé un souvenir vraiment ça m'a marqué et je lui dis venez rentrer, je vous fais découvrir, ça me faisait plaisir de les faire goûter parce que c'est un grand chef. Je le rends, je les fais goûter. Il me passe le numéro de Philippe Guichard parce que l'année dernière on faisait la gavotte sarrasin avec de la farine de sarrasin un peu lambda, quoi. Bio mais rien de... Et donc il me dit, il passe le numéro de Philippe Guichard et maintenant on travaille avec le sarrasin de Philippe Guichard et Sugio il me dit, en janvier il me dit ça serait bien de faire une ganache matcha. Donc là on est en train de travailler une barre matcha avec lui. Moi j'avais jamais bu de matcha donc il me fait découvrir le matcha, on rentre dans son univers, on lui fait goûter, un peu comme on disait tout à l'heure, lui avec sa sensibilité de cuisinier autre que celle d'un chocolatier, il voit le matcha différemment, il voit la ganache, le massepain différemment. Donc, même la manière de travailler les produits, quoi, c'est pas pareil. Donc, tu vois, ça c'est enrichissant, ça c'est super, quoi. Et du coup cette ganache matcha que tu parles, elle est en vente au restaurant? On est en cours, c'est en cours. Là. On a fait goûter la semaine dernière, c'était bien déjà, il a bien aimé. On avait un peu peur parce que tu vois, c'était en plus moi c'est un produit que j'avais jamais travaillé et en plus que j'avais jamais bu, tu vois. J'étais vraiment ignare. Et c'est pas évident à travailler. C'est pas facile, hein. Donc tu vois, j'ai dit déjà on va boire du matcha. Donc maintenant j'aime bien, tu vois, je suis en train d'apprendre à découvrir. Donc c'est bon, t'étais devenu un vrai bobo parisien dans le 10e. C'est exactement ce que je disais. Ce dimanche, il y avait salade de quinoa et je me suis fait rigoler moi-même. Je me dis ça y est, je suis dedans. Il y avait salade de quinoa, matcha et kombucha. Je me suis dit non, ça y est. Pas moi. Il me manque le chien saucisse et la petite moustache là, et mon vélo cargo et c'est bon là, je serais vraiment, ça y est, en un an, en même pas 2 ans, je serais devenu une caricature. Mais ça va. Ouais. Pour l'instant ça va, je me maintiens. Il va encore garder les pieds sur terre. Dans 5 ans. Mais ouais, pour revenir au matcha,
c'est cool parce que tu rencontres des gens qui eux te font évoluer différemment. Tu vois, le matcha, si jamais j'aurais travaillé le matcha, tu vois. Ça ne ressemble pas trop, ça ressemble pas trop au goût que j'aime bien travailler. Je connais pas, tu vois, donc là c'est bien, on découvre des choses, quoi. Et moi je voulais revenir un peu sur ta boutique. C'est vrai que elle est hyper impressionnante. Le design, on va aller filmer un peu après, mais qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que on va dire que c'est un peu atypique, on n'a pas l'habitude de voir des chocolateries comme ça, ou on dirait presque une exposition, quoi. C'est quoi qui t'a un peu inspiré à créer ça? À la base, en fait, le projet c'est vraiment construit vraiment au fur et à mesure. On a l'impression que on s'est réfléchi forcément, mais à chaque fois ça s'est un peu fait au fur et à mesure. Et au début, moi je voulais pas forcément faire une boutique comme ça, tu vois. Au début, je voulais bosser avec un pote à moi qui est ébéniste, qui fait des beaux meubles et tout ça. Et ça aurait pas eu ce rendu-là. Ça aurait été bien, mais ça aurait été différent, plus classique, je pense. Et donc, au début, je pars là-dessus. Et puis après, tu te dis, quand même, la première chose que les gens voient, avant même tout ça, là, c'est le visuel. C'est la boutique. Donc, si tu veux une boutique impactante, quand même, si tu veux quelque chose, il faut se tourner vers des gens qui ont une certaine vision de l'architecture et qui sont capables de faire quelque chose qui soit marquant visuellement, quoi. Donc j'ai cherché des architectes, j'ai trouvé Murmure qui fait pas mal de restaurants, beaucoup de choses, qui ont fait Gros Bao, qui font beaucoup dans la food, quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'en avais vu plusieurs, et puis c'est ceux qui sont arrivés, ils sont arrivés tout de suite avec des idées un peu fortes et tout ça. Je les ai sentis les plus inspirés, quoi. Et on a bien fait parce que je pense que c'est vraiment important de créer un lieu qui ressemble déjà pas forcément à une chocolaterie, mais surtout pas à un autre commerce dans Paris, quoi. Tu vois qu'il y a quand même une identité propre. Et puis tu vois dans les photos, dans les vidéos, quand les gens passent devant, c'est ça qui attire l'œil, avant même de voir qu'il y a des chocolats. Donc ça s'est fait un peu comme ça, vraiment naturellement, quoi. Parce qu'on pourrait limite enlever les chocolats et on pourrait mettre des baskets. On pourrait mettre autre chose, pas des baskets, du matcha. Du miel, du sarrasin. On va faire ça, on va faire une épicerie fine, on gagnera plus d'argent. On s'en mettra moins, on gagnera plus d'argent. Mais c'est vrai. Après, moi, tu vois, je leur avais donné des indications sur ce que je voulais, quelque chose d'épuré, que ça soit vraiment focus sur le produit, qu'il n'y ait rien qui vienne trop déranger l'œil, que ça soit vraiment, tu rentres, c'est le produit, tu vois, il n'y a que ça quasiment. Et donc c'est pour ça qu'ils ont imaginé quelque chose de monochrome, qui s'efface un peu, avec des effets un peu de lévitation sur les blocs en plexi, sur les étagères hyper fines. Donc comme ça, quand tu rentres, c'est soit le chocolat, soit le jaune de la marque, avec les emballages. Il n'y a rien d'autre qui dérange. L'inox, ça rappelle un peu l'inox qu'on a un peu dans les ateliers, quoi. Et donc ça s'est fait comme ça un peu, quoi. Avec les produits, moi je leur ai montré, voilà, les boîtes ils font cette taille-là, les sacs ils font cette taille-là. Donc tu vois, tout est un peu sur mesure pour les produits, quoi. Et là, avec le temps, on va dire, de 4-5 ans, tu visionnes comment la suite pour déjà la chocolaterie en vacances. Bientôt Non, honnêtement, une deuxième boutique, je pense, d'ici 5 ans, 5-6 ans, quoi. Parce que là, l'atelier, il est un peu trop grand, tu vois. Là, c'est bien, on est à l'aise, mais j'aimerais bien une deuxième boutique pour que ça soit un peu plus à l'équilibre par rapport au coût du labo. Forcément, parce qu'il faut quand même il faut réfléchir. Tu vois, là, on a 170 mètres carrés pour une boutique. Tu vois, le labo sans perdre en qualité de travail, sans se mettre comme ça, on peut facilement fournir une autre boutique avec des chambres froides là-bas. Et puis surtout, je voudrais une boutique aussi rive gauche. Comme ça, il y a une rive gauche, une rive droite. Parce que il y a des gens qui vont jamais traverser la Seine dans 10 ans et ils viendront pas, quoi. Donc 2 boutiques, ça sera bien. Sans vouloir en ouvrir plus, je veux pas en faire 9, pas en faire 10. Je pense que 2 c'est bien. J'ai un peu l'exemple, tu vois, de Chaque Genin, tu vois, ou de Claire d'Amont. 2 boutiques. Claire d'Amont, elle a 2 boutiques. Mais par contre, alors qu'elle aurait pu faire plus. Non, mais oui, ou Jacques Genin, mais tu vois, eux, ils ont fait le choix d'avoir 2 boutiques. Et je pense que pour ce qu'ils font, pour les produits qu'ils font, que ce soit Claire d'Amont ou Jacques Genin, où c'est des choses un peu comme on revient tout à l'heure, vachement sensibles, où il y a vraiment un souci de qualité, de fraîcheur, de régularité, tu vois, ça marche pour 2. Si tu es très très fort, ça marche peut-être pour 3. Mais à partir d'un moment, c'est sûr, c'est que la qualité et l'empathie, c'est pas forcément moins bien, mais c'est des productions plus importantes, donc c'est un stock plus important, donc tu vois, et ainsi de suite. Et puis ce
sympa à faire pour 20 kilos, pour 40 ça passe encore si tu t'organises un peu, mais si demain on va en faire 100 kilos, on colle la gavotte comme ça sur chacun, peut-être que ça va être un peu moins drôle. Ou peut-être qu'il va falloir 3 fois plus de personnes, tu vois. Peut-être que ça va pas passer, tu vois. Enfin, tu vois. Donc, et puis même en termes d'organisation, de production, moi j'ai vu un peu on va dire de la très grosse production chez Patrick Roger, mais artisanale quand même, mais tu vois vraiment de la grosse production en chocolaterie. J'ai vu de la petite production chez Jacques Genin, on va dire. J'ai vu de la moyenne production chez Arnaud Larère et chez Délices d'Essence. Mais dans laquelle je me le sens le plus à l'aise, c'est plutôt une petite production. Tu es vraiment avec le produit, c'est plus sympa quoi. Pour suivre les saisons et tout aussi. Ouais, en plus, tu vois déjà là on voit que c'est un peu déjà compliqué des fois dans l'organisation à trouver le bon rythme, à quel moment on sort la carte, quel moment, enfin les quantités que tu achètes, pour tomber juste, pour pas avoir trop de purée de fruits. Enfin bon après ça c'est toute une organisation mais donc non je pense 2 ça sera bien, 2 et un e-shop, ça sera bien pour ce qu'on a envie de faire. Après je trouve qu'une fois que c'est trop de quantité, je trouve que tu perds un peu le plaisir. Tu dilues un peu. C'est de l'abattage, enfin c'est bien de le faire, je pense que c'est bien de savoir le faire parce que dans de la grosse production, on t'apprend vraiment à être efficace à la seconde près, à avoir le bon geste, à suivre un rythme. Donc c'est très bien, je pense, de savoir le faire en tant que professionnel. Mais après, moi, pour ce que j'ai envie de faire au quotidien, je trouve que c'est mieux quand ça reste agréable. Quoi. Je pense que c'est un choix à faire, c'est soit on fait de la grosse quantité et on perd un peu sur la qualité. Ou... Ouais, ou tu peux faire, il y a des maisons qui arrivent à faire des gros volumes et qui font très très bien, tu vois. Mais je pense que tu peux pas te permettre, tu vois, il y a des choses que tu à un moment, tu es obligé de faire des choix. Et il y a des petites choses un peu qui font la spécificité, tu vois. Des fois, tu es un peu obligé de. C'est pas que c'est moins bien, mais c'est plus pareil, tu vois. Donc bon. Et puis, j'ai peur un peu, une fois que tu commences à mettre le doigt dedans, c'est l'engrenage. Tu vois. Après, toujours plus, une boutique, après il faut une 3e boutique, et donc après, moi, il faut une machine, il faut aussi, après tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas, et puis, bon après c'est un choix, chacun, je pense ça peut être aussi, des gens qui ont vraiment envie d'entreprendre et qui ont envie de grossir et tout ça, qui font ça très très bien, il y en a, tu vois. C'est un choix quoi, moi je suis pas sûr que je pense pas que ça me conviendrait quoi. Faire que ça reste plus petit, c'est plus sympa. Et vite fait, juste pour revenir là, on approche au Pâques là, on voit que vous ressortez les loutres que vous avez fait l'année dernière. On est obligé. T'as une affinité particulière avec les animaux, on a vu que t'as aussi fait à Noël. Les ratons laveurs. C'est un peu classique, chocolatier, les petits animaux, tu vois, les petits sujets, ça fait un peu partie un peu de notre métier, tu vois, quand on n'a pas ce genre de choses. Après les loutres, non, on est un peu obligé, c'est un peu signature quoi. Les gens ils nous appellent ce matin encore, j'étais dans le bureau, il y a quelqu'un qui appelle, oui vous allez bien faire les loutres et tout ça. Moi j'ai des amis en Bretagne qui me disent, il y a un chocolatier, c'est pareil, c'est des loutres et tout. Je le connais. C'est juste une loutre, mais ça, les gens ils adorent. Non mais c'est drôle, tu vois, comme quoi. Mais heureusement parce que ça nous a sauvé notre année quoi. Si on n'avait pas eu le succès qu'on a eu à Pâques avec les loutres, ça aurait été compliqué. Au niveau financier et puis même niveau, ça nous a vraiment sauvé l'année quoi. Et ça nous a donné une belle visibilité. Les gens, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est sur les réseaux ça. Ouais, les réseaux, la presse, on a une grosse couverture presse où tout le monde a choisi cette photo-là. Enfin quasiment tout le monde a choisi cette photo-là pour illustrer la sélection des chocolatiers de Pâques de Paris, tu vois. Donc en fait on a après on est passé à BFM. Enfin il y a eu plein de trucs comme ça qui se sont faits que les gens ils ont adoré. Puis ça sortait du lot, ça avait jamais été trop vu, trop fait, tu vois. Donc, et puis surtout, ce qui a été vraiment, ce pourquoi ça a bien marché, outre le fait que c'était une bonne idée, c'est le travail avec Virginie Daman, la sculptrice, tu vois. Mon amie qui sculpte et qui, elle, tu vois, elle a fait forcément, elle fait quelque chose qui touche les gens parce que ça sort de ses mains. C'est une artiste, tu vois, il y a une sensibilité dans les sujets. C'est pas, on n'a pas acheté une figurine de l'autre. Vous n'avez pas été dans la boutique du coin, acheter le moule que tout le monde a. Non, ou même si on avait voulu faire une petite loutre un peu réaliste, tu vois. Tu peux acheter comme ça une petite sculpture, mais il y en a des millions, mais il n'y aura jamais cette émotion et cette sensibilité qu'elle a réussi à retranscrire dans le visage, dans les expressions. Et forcément, quand c'est Mimi plus une bonne idée. Ça participe à ton image aussi, du coup. Ouais, c'est bien, ça permet de se démarquer, tu vois. On essaie vraiment de se dire, on va pas réinventer la roue, on fait du chocolat et de la confiserie, mais comment on peut le faire pour que ça nous corresponde et que ça soit pas forcément du copier-coller avec ce qui existe déjà. C'est plus intéressant de se creuser un peu la tête et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire
La Saint-Valentin, on n'a pas fait de cœur, quoi. On aurait pu, mais bon, c'est pas très intéressant, quoi. Enfin. Puis ça doit être gratifiant pour toi d'un peu de lier tes amis là-dedans et de sortir un produit. Virginie, c'est. Virginie, je la connais depuis le Pascal Café. Où on s'était rencontrés là, elle m'avait aidé pendant 6 mois où elle avait vraiment fait un peu, tu vois, déjà elle avait fait tous les moules pour recréer la sculpture, elle avait sculpté le Hercule et puis après elle m'avait beaucoup aidé sur toutes les couleurs, tout le choix artistique et puis même en tant que, tu sais, t'as toujours quelqu'un quand tu fais des concours qui est là le soir à préparer les moules, à faire les trucs un peu, tu sais, elle m'a vraiment aidé, donc ça nous a vraiment forgé une amitié super forte et depuis ce temps-là, tu vois, on se suit comme ça, on travaille ensemble et on disait en rigolant, quand j'ouvrirai, tu seras la directrice artistique, tu vois. Et ça, c'est ce qui se passe, tu vois. En tout cas pour la partie création, tu vois, elle a fait les loutres, on a travaillé ensemble sur le coffret de Noël, les ratons laveurs, la bouchée de Noël, la bouchée de la Saint-Valentin, là on sort la bouchée arc-en-ciel, là, le petit poisson, là. Je sais pas si vous voyez la BD là, arc-en-ciel, le poisson qui donne ses écailles à tout le monde, après il se retrouve tout seul. C'est connu en Angleterre, c'est une BD genre iconique. C'est anglais. Je sais pas si c'est anglais, mais en Angleterre tout le monde connaît. Nous, c'est la BD de l'enfance avec ma soeur, c'est sorti en 92, moi je suis né en 92, donc c'est la BD qu'on avait, quoi, arc-en-ciel. Et tu sais, on marchait dans la rue comme ça, on allait se balader, et on dit qu'est-ce qu'on fait pour le 1er avril, tu vois. Tu vois, bon poisson, et là on dit oh, arc-en-ciel, et ça c'est bien, quoi. Et puis la sensibilité qui est là, son regard qui est complètement différent de la chocolaterie. Quand on vient, ça nous amène vers des chemins qu'on n'aurait jamais pensé, quoi. À chaque fois c'est hyper enrichissant tout ce qu'on fait ensemble. Puis elle vient ici, tu vois, l'équipe, on parle avec elle, fait les moules, tu vois, c'est trop bien, quoi. Ça c'est trop bien. Et je sais pas si tu as autre chose à rajouter, mais on a une petite question qu'on aime bien demander à chaque personne. Une question piège. C'est pas piège, mais on va dire c'est un peu pour mettre en valeur les gens qui t'ont aidé dans ton parcours. En fait, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être quelqu'un du monde extérieur, du monde professionnel, mais s'il y avait une personne vraiment qui t'a marqué dans ta carrière, c'est Jean-Pierre Lesbat, ça, mon professeur à Ferrandi, parce que c'est vraiment lui qui m'a transmis, tu sais, un peu le virus ou je sais pas, un peu la passion du chocolat, tu vois. Donc on était en BEP pâtisserie et à un moment on avait un TP sur les bonbons de chocolat où on devait faire le ballotin avec, il y avait un beau ballotin avec plein de sortes, avec bien travaillé. Et lui, il était pâtissier, c'était le chef de Ferrandi en pâtisserie et il avait vraiment un attrait pour le chocolat et pour la confiserie, tu vois, il travaillait vraiment bien ça. C'est quelque chose qu'il aimait bien, il avait fait pas mal de concours avant et tout ça. Et on a fait ce TP et ce qui s'est passé pendant le TP, tu vois, ça m'a vraiment marqué, tu vois. Et en plus j'ai eu la meilleure note et j'ai fini premier alors que avant j'avais des bonnes notes mais j'étais jamais premier, tu vois, j'étais toujours un peu comme ça et puis c'était difficile, tu vois, j'arrivais à avoir des bons résultats mais je devais beaucoup travailler pour arriver à sortir des trucs bien. Et là ça s'est fait naturellement, tu vois, vraiment, tu sais, je me suis dit mais ça va, c'est facile et en plus le chocolat, tu sais, les premières fois tout le monde galère, tu vois. Et moi je sais pas pourquoi, ça va, c'était pas trop dur, tu vois. Donc je me suis dit c'est bien, tu sais, je me suis senti bien et pour la première fois je me suis dit tu sais, je me sens bien, quoi. Et je me suis dit je vais faire ça, tu vois. Et lui il m'a vraiment transmis la sensibilité, puis tu sais, c'est un peu comme une rencontre, comme on disait tout à l'heure avec Jacques Genin ou avec d'autres personnes. Tu sais, je rencontre ce professeur-là qui lui me transmet sa petite passion pour le chocolat à travers le TP, à travers ce moment-là vraiment singulier. Toute ta vie, et après, c'est sûr, Jean-Pierre Lesbat, c'est un peu grâce à lui que je fais du chocolat. Et puis tu vois, maintenant c'est toujours un ami, on se voit régulièrement, il vient nous aider et tout ça. Tu vois, il y a une... tu vois, je pense que même lui, en tant que prof, il voit un élève à qui il a transmis un peu la voix et tout ça, c'est cool. Satisfaisant pour lui. Oui. Donc, Jean-Pierre Lesbat. Ok, voilà. Bonne réponse. On va aller voir un peu de la prod. Allez, si ça te va. Voir un peu comment ça travaille. Comment ça travaille. Allez, c'est parti. Ça travaille. Ça fait des podcasts. À chaque fois, c'est ce que je dis. Ça bosse. Il rigole. Moi, je fais rien de la journée. Puis quand il y a un entretien, quand il y a un rendez-vous, je mets ma veste et tout ça. Il dit, il n'avait pas la veste tout à l'heure. Pour un petit tour du labo. Allez, je vais vous présenter les forces vives de l'entreprise. Ok, les vrais bosseurs. Là, vous avez Lucas. Enchanté Lucas. Enchanté. C'est appelé Chocolaterie là depuis septembre. Donc voilà, ça se passe bien. Oui. Il est pas trop méchant. Non, ça va pas trop. Ça va.
Merci. Oui, on leur a dit réviser avant. Bien coiffé, le coiffeur hier. Ah, Lucas, il est toujours élégant. Ah ouais. Ah, vraiment, c'est un super beau style. C'est vrai. Les petites vestes beige, tu sais, les corporates en plus, c'est bien. Il vient aux couleurs de la boîte, quoi. Ah, bah, voilà, Lucas qui est avec nous depuis septembre, ça se passe super bien. Enfin, on apprécie, quoi. Il est vif, tu vois. Ouais. Il est vif, il a un bon état d'esprit, tu vois. C'est agréable de travailler avec au poste et barbage. Après, donc là, on voit les petites loutres. Bah ouais. Ça, c'est les loutres, les joueuses, tu vois, celles qui sont avec leurs petits teufs là. Ouais. Parce qu'à la base, c'était, tu sais, les loutres souvent elles sont avec elles tiennent des petites huîtres là dans leurs mains, elles les cassent et tout ça. Là, on voulait faire un peu la même chose mais avec les œufs. Donc là, il y a Théo qui est le chef de production. Enchanté Théo, ça va? Donc depuis l'ouverture, tu es là, c'est ça? Même avant l'ouverture même. Théo, il m'a aidé pendant toute la première année. Toute l'année avant l'ouverture, sur le suivi de chantier, sur les essais, sur les dégustations, sur l'achat du matériel. Donc avant l'ouverture, toute l'année, on allait acheter ensemble la métro et tout ça, tout ce qu'il fallait. Tu vois. Et voilà, et puis après, donc tu as vraiment été impliqué dans le projet dès le début, en fait, dès même l'ouverture. Ouais. Mais c'est ça, ouais. Parce que j'ai vu même quand vous étiez vous avez gagné un trophée Footpat. T'étais justement avec Théo. Théo et Marie. C'était important. Ouais, parce que je me suis dit, si on gagne, tu vois, c'est quand même l'année dernière. Ce prix-là, tu vois, il venait forcément récompenser. Moi, il fallait la création de l'année. Mais pour moi, ça symbolisait plus vraiment de récompenser tout le mal qu'on s'était donné, la démarche qu'on a de faire un peu tout maison, la gavotte, les purées de fruits. Et c'est quand même l'année dernière, c'est Théo et Marie qui les ont fait ces gavottes, tu vois, on les a fait ensemble, mais c'est plus ceux qui ont vraiment fait la gavotte en elle-même. Je me suis dit, tu vois, c'est important qu'on y aille tous les trois ensemble parce que ça venait récompenser le travail d'une équipe, quoi. Parce que c'est bien beau de décider que tu vas faire la gavotte, mais si après t'as personne qui se dit on est d'accord pour la faire et pour faire le petit morceau et pour la casser, pour la coller une à une et qui sont convaincus que c'est bien ce qu'il faut faire pour que ça soit bon, tu vas pas bien loin. Donc, Et puis qui te font confiance aussi, parce que faut quand même une certaine confiance pour s'embaucher dès une ouverture. Ou... Ah ouais, tu vas au casse-pipe après quoi. Personne ne savait trop où on allait, mais c'est vrai qu'il faut des gens parce qu'il y a des gens qui ont dit ouais ça me fait peur, c'est une ouverture, tu vois parce que forcément tu sais que ça va être une période. L'ouverture pour toi tu l'as vécu comment un peu si tu as quelques anecdotes ou des bons ou mauvais souvenirs à raconter qu'on finissait tard. À casser des gavottes jusqu'à 2h du matin. Ça a été difficile mais franchement ils ont bien géré quoi. On a tous bien géré, tu vois, on a fait avec le recul, franchement, ça a été dur, tu vois, ça a été forcément très prenant, autant physiquement que psychologiquement. Mais je pense que ce qu'on a fait l'année dernière à 3, on s'en est vraiment bien sorti, quoi. Les fameuses pâtes de fruits, justement. Là, il n'y a personne. Vous êtes pile quand on arrive, il n'y a personne. Donc là, tu as Ariline, qui est avec nous depuis octobre et qui part vendredi. D'ailleurs, vendredi, vous pouvez venir, il y a le repas de pot de départ de Ariline. On est invité? Oui, bien sûr. On a invité tout le quartier. Comme ça, on pourra fêter les anniversaires en même temps. Voilà, comme ça, venez avec le wedding et on s'occupe du repas. Donc, qui prépare un CAP en candidat libre, qui a fait de la pâtisserie avant. C'était à Opéra. C'était ça, l'Opéra Garnier. Et après, tu veux ouvrir ta chocolaterie? Au Kazakhstan. Ouais. Parce que tu es kazakh? Oui. Ok, trop bien. Et il y a beaucoup de chocolateries au Kazakhstan. Pas du tout, c'est zéro. Ça va être la meilleure chocolaterie du Kazakhstan. La chocolaterie artisanale, ça n'existe pas. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça, elle va y aller, elle va piller le game. C'est pour ça que j'embête Théo avec mes questions. De toute façon, il faut. Après, même quand tu seras plus là, il faudra toujours appeler pour poser les questions si tu as un problème. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est vrai? Il t'a dit ça? Il y a un marché pour ça au Kazakhstan. C'est quelque chose de la culture, les gens ils achètent des chocolats, parce que c'est vrai qu'en France, dès qu'il y a des fêtes, les gens ils offrent des chocolats. Oui, mais c'est des chocolats industriels. Ouais, ok. C'est pas bon. Il va faire mieux que ce qu'on fait nous. C'est ça le but. Ouais. T'auras ta petite touche au Kazakhstan. J'espère qu'on sera invité à l'inauguration quand même. Oui, quand même. Non? Oui. Ah oui. Bon, et après, on a Marie Boîte qui est avec nous depuis l'ouverture. Donc, l'année dernière qui était apprentie en CAP chocolaterie.
Donc d'ailleurs, c'est Jean-Pierre Lesbat qui me l'avait conseillé. Parce que si tu cherches quelqu'un de bien, j'ai une pépite. Au début, je me dis, bon, Jean-Pierre, tu sais, peut-être il en rajoute, il voulait me placer un peu la chef de la classe. Et non, il a vraiment placé la pépite. Donc, on a eu de la chance parce qu'en plus, moi, au début, j'avais pas trop envie de prendre des apprentis. Parce que je m'étais dit, ça va être compliqué, rien n'est calé, je savais que ça allait être dur et tout ça. Et d'ailleurs, c'est Maxime qui m'avait dit, si, il faut prendre des apprentis, il faut prendre des stagiaires. Et heureusement, parce que déjà, heureusement que Marie, elle était douée, qu'elle s'est investie, tu vois, elle a tout de suite s'est mise dedans et ça nous a aidés parce que si on avait été tout seul avec Théo, ça aurait été. Voilà, je pense qu'on y sera encore. Quoi. Donc, non, on a eu beaucoup de chance que Marie ait rejoigne dès le début à l'ouverture. Et maintenant, tu es en CDI, tu es à la fin de ton diplôme, c'est ça? Mon diplôme, je l'ai fini juillet dernier, du coup. Et là, depuis septembre, je suis là en tant qu'ouvrière. Okay. Bon, c'est que on doit être pas trop mal réussi alors. Je sais pas. C'est pas mal. Le patron? Du coup, moi, quand j'avais rencontré William et que M. Lesbat m'avait parlé de cette entreprise-là, je lui ai fait confiance, donc j'y suis allée. Mais je pense que si l'entreprise existait déjà et que je cherchais un apprentissage, j'aurais bien aimé être là parce que ça apprend vraiment une façon de travailler et une sensibilité avec William et Théo et toute l'équipe en général. Alors, à la prime, c'est bon? Là, on est en train de voir pour qu'elle rachète la boîte. Donc, non, mais en plus, tu sais, tout à l'heure, on parlait de rejoindre une ouverture, l'inconnu. Ouais. Mais Marie, tu vois, vraiment, Théo, on se connaissait déjà. On avait travaillé ensemble chez Jacques Genin, on avait travaillé ensemble chez Arnaud Larère. Après, il suivait le projet parce qu'il était impliqué dedans, on se faisait des petits points. Mais tu vois, Marie, je me mets à sa place, une apprentie qui arrive là-dedans. Les premières fois qu'elle a visité, c'était tout en terre battue, des trous dans le sol, rien, vraiment nu, tu vois. Et on lui dit, alors là, ça va être une chocolaterie. En septembre, tu vas commencer. Tu vois, faire un diplôme dans un métier que tu connais pas et tout ça. Et Marie, elle était sereine, tu vois. D'accord, ici, c'est la vestiaire, d'accord. Bon. Là, tu vois, elle n'a pas eu peur, vraiment, tu vois. Et elle a vraiment. Et d'ailleurs, quand on a eu du retard, elle a commencé chez Arnaud Larère. Elle a fait T'as fait quoi, septembre-octobre? Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 mois chez Arnaud Larère. Donc toi, ça t'a permis de voir que ça allait être solide, quoi. Enfin, quand on arrive dans une entreprise où tout est déjà calé, pas que c'est la facilité, mais le fait d'arriver justement d'une ouverture. De ton côté, tu te dis, c'est qu'elle doit quand même avoir un peu sous le capot, quoi. Si elle ose se lancer avec moi, c'est que... Non, je pense qu'elle était un peu... Tu sais, tu t'étais pas trop posé de questions, quoi, non? Non, en fait. C'est ça. Franchement, en fait, je sais pas, j'étais vraiment en confiance avec la personne qui nous a mis en relation, le CSBAT. Oui. Et puis je me suis dit, c'est une expérience et c'est une opportunité. Peut-être que j'aurai pas d'opportunité comme ça par la suite. Donc... Voilà, je me suis dit, ça va m'apprendre d'autres choses autres que les savoir-faire techniques. Ça va m'apprendre des choses sur d'autres points, quoi, l'organisation, la gestion, plein de choses. Oui, mais moi, ça fait beaucoup évoluer. Quoi. Ouais. Je pense qu'on n'est pas, ni nous trois, on n'est pas les mêmes personnes. Parce que forcément, c'est tellement intense et t'es tellement toujours obligé un peu de... Tu sais, t'es tout seul, quoi. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui va te dire il faut faire ci, il faut faire ça, donc c'est à toi de prendre les décisions. Donc tu vas puiser, je pense, beaucoup, tu es obligé d'aller chercher beaucoup plus dans tes ressources personnelles et d'en développer certaines que tu n'avais pas forcément, qui étaient peut-être moins développées. Et là, de l'année d'ouverture, et puis même là encore cette année, je pense qu'on a tous évolué dans chacun dans des domaines propres, mais ça fait beaucoup évoluer humainement des liens aussi. Entre vous, je pense. Oui, forcément. Tu es reconnaissant quand tu as des gens comme ça qui s'investissent autant, qui se donnent autant pour ton projet, tu vois. Forcément, moi je suis reconnaissant de. Toi, c'est pas tout le monde qui s'investit comme ça autant, donc. Mais sans ces personnes-là, tu fais rien, quoi. Donc c'est sûr que ça crée des liens, quoi. Ouais, elles sont belles les pâtes de fruits en tout cas. Ouais, c'est Marie la chef. Ouais, bravo honnêtement. C'est Marie qui est responsable des purées de fruits, qui gère la cuisson, les purées de fruits, qui règle le pH, qui suit un peu le produit, un peu ce qu'on disait tout à l'heure et tout ça. Parce que Marie, elle aime bien la confiserie quand même. C'est ce que je préfère. Tu vois C'est bien. C'est un peu comme on disait tout à l'heure avec Jacques Genin, tu vois. Quand elle va partir, ça lui restera la sensibilité de la confiserie, vraiment, elle fera des choses que tu verras pas ailleurs. Ici, on fait beaucoup de trucs qu'on fait pas ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ça qui fait que c'est bien. Ouais. Et après, Marie va ouvrir la MB Factory, Marie Boîte Factory. C'est une idée, ça. C'est l'objectif ou... Bien sûr. Moi, je me suis pas réveillée
comme William a répété à tout le monde qu'il avait envie de faire une chocolaterie, d'ouvrir une chocolaterie, c'est pas un rêve, c'est pas un objectif, mais je pense que ça viendra quand même par la suite parce que je pense qu'à un moment on a quand même envie de travailler un peu pour soi. Bah oui, tu vas pouvoir t'exprimer, tu vas pouvoir faire tes propres produits et tout ça. Je pense que tu as les capacités pour. Mais c'est pas un rêve, c'est pas le but ultime, mais tu le gardes en tête. Mais on a déjà décidé. Enfin, c'est elle qui a décidé. En fait, tu vas être associé, en fait, tes jambes sont. Peut-être. Si on a suffisamment d'argent à ce moment-là, peut-être qu'on pourra mettre des billes un peu, tu sais. J'achèterai la Selmi, moi. J'achèterai la Selmi et la table pour la salle de pause. La cafetière. La cafetière. La cafetière, ça c'est un beau cadeau. Très important. Ça c'est un beau cadeau. J'achèterai la cafetière, une belle cafetière Jura là. C'est vrai qu'il y a de la place dans le labo. Enfin, on voit qu'on n'est pas serré comme à certains endroits. Non, ça va, on a de la place. Ouais. Là après il y a la petite pièce cuisson là. Ouais. Qui est un peu installée pour Pâques là avec les moules. Et puis après on a les 2 chambres froides. Les produits pour Pâques, on a les loutres et tout ça. Tout est bâché, tout est bien protégé. Tu vois, un peu comme on disait tout à l'heure, tu vois. Genre chaque produit a sa boîte, tu vois. Ouais. Chaque produit a sa boîte, comme ça tu es sûr que le goût il reste bien. Même si les produits, tu vois, ça c'est la petite prod qu'on a fait, des petits sachets pour cette semaine. Donc c'est les sachets de noisettes, on a juste ouvert une boîte, on a fait les sachets, on a fait les boîtes métal et après ça c'est bien remis dans sa boîte. Comme ça tu es sûr que le goût de la noisette il vient pas contaminer le goût de l'amande ou sur des choses vraiment marquées comme les orangettes, tu vois. Les orangettes elles sont pas mélangées avec les truffes. Et même si ici c'est dans une chambre froide, hygrométrie contrôlée, fermée, avec la bonne température, tu vois, on laisse pas les sachets ou les boîtes faites ouvertes comme ça parce que ça reste, tu vois, c'est des sachets, tu vois, ça reste quand même, c'est pas hermétique quoi. Ouais, donc c'est, tu vois, quand je te disais le soin qu'on apporte. Et après là il y a la deuxième chambre froide. Donc là c'était 15 degrés et là c'est 4 degrés. Donc tu vois là ça va être tout ce qui est les boîtes de bonbons sorties d'enrobage. On met tout en boîte métal, comme ça, sous vide, aux 4 degrés. On a les coffrets déjà un peu sur les spécialités qui sont déjà faites, pareil, mais sous vide. Et puis après, classique, les sauts de pralinés, les amandes, les noisettes pour pas que ça rancisse, tous les produits un peu fragiles, quoi. Parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est quoi la meilleure conservation du chocolat? Parce que là, pourquoi tu en as une à 15, pourquoi tu en as une à 5 degrés? 15 degrés, c'est celle, on va dire, pour les produits en cours de fabrication. Donc tu vois, par exemple, le premier jour, on va cadrer les ganaches. Ça nous fait des abaisses, on les remet dans la chambre. Le lendemain, on les détaille, on les remet dans la chambre pour finir la cristallisation. Et le surlendemain, donc au 3e jour, on les sort et on les enrobe. Ok. On les enrobe. Comme là, on n'a pas de tunnel de refroidissement, c'est couper le papier, mis sur plaque. On les remet dans la chambre froide pour que ça finisse de cristalliser complètement. Et le jeudi, là, on les range. Donc cette chambre froide, pour les produits en cours de fabrication, ça permet d'être sûr que tu vois, les échelles ne traînent pas dans le labo, c'est pas trop humide, c'est pas trop sec, c'est tout le temps bien stable. Et après, il y a le stock tampon de la boutique, tu vois, tout ce qu'on a vu, un peu les petits sachets, les choses qu'on fait au fur et à mesure toutes les semaines, les stocks de couverture, de beurre cacao. Et après, là, c'est pour les matières premières qui nécessitent d'être mises au frigo. Et après, c'est pour les produits finis. Okay. Donc, tu vois, les bonbons, ils sont là, ils sont en boîte métal, ils sont aux 4 degrés. Et par exemple, tous les lundis, on sort les bonbons, on fait 2 sorties. On fait une sortie le lundi, une sortie le jeudi pour le week-end. Et tous les lundis et tous les jeudis, on sort juste ce qu'il faut pour la vente, pour alimenter la boutique. Et là, quand tu fais ça, tu dois faire un palier. Donc le lundi, on les sort du 4 degrés, on les met au 15. Ça reste 24 heures à 15 degrés pour que ça revienne tranquillement à température. Et seulement le mercredi matin, là, on peut ouvrir les boîtes. Et comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de condensation. Ouais. Okay. Exactement. Comme ça. Le choc thermique entre 5 et 20 dès qu'il y a 7 degrés à peu près. Dès qu'il y a 7 degrés, tu commences à avoir le point de rosée qui apparaît. Et là, tu peux avoir un risque de blanchiment sucrier. Donc, et après, l'étape d'après, c'est d'avoir un congèle. Et là, comme ça, on pourra congeler. Et on rajoutera un jour de plus. Ouais. Le lundi, on sortira du congèle. Le mardi, ça sera au 4 degrés. Le mercredi, ça sera au 15. Okay. Et le jeudi, ça sera en boutique. Quoi. Merci d'avoir joué le jeu. Vous avez, franchement, on avait vraiment l'impression que vous aimez bien travailler ici. Ils sont forts. Ouais, ils sont forts. Je suis allé les voir. J'ai dit, faites un effort. Il faudra augmenter les pourboires. Je vais passer pour un con après. La boutique, ma foi. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un meuble avec les coffrets déjà faits, les spécialités. Donc, on va retrouver les pâtes de fruits, les rochers caramel, nos bouchées de partage.
Là, c'est un peu entre les deux parce qu'on est en train d'installer la vitrine de Pâques, donc il y a déjà quelques loutres. Mais là, jeudi, tout ça, ça switch sur le meuble de gauche. Et là, ça sera vraiment que les créations de Pâques. Tu vois, à Noël, c'était aussi pareil, le meuble avec uniquement la collection de Noël. Et après, généralement, ici, le reste de l'année, c'est comme c'est là, tu vois, il y a le à la pièce. On fait une petite sélection des chocolats à la pièce pour que tu vois, les gens ils puissent venir et acheter juste 1 ou 2 chocolats. Tu n'es pas obligé d'acheter tout de suite la boîte à 29. Quoi. Donc ça, c'est important quand même que ça reste accessible. Comme tu devais un peu les habitués qui viennent tous les vendredis, juste tu vois, une petite ganache. Il y a une personne, bon, je ne connais pas son prénom, autant pour moi, mais tous les vendredis, il vient et prend 8 ganaches nature. Toi. Ouais. Son petit plaisir du week-end. Il faut surtout qu'ils y soient parce que de toute façon, il faut aller les chercher derrière et lui faire. Donc il faut qu'au moins il y ait. C'est vrai que ça se voit, le côté un peu sobre avec la couleur orange, jaune. C'est ça, tu vois, jaune safran. Qui pète, jaune safran, c'est ça pète direct, ça attire le regard, tu vois. Bah oui. Ça ressort sur tout le côté monochrome et puis après, sinon tu viens, tu vois, c'est direct. Tu es là, tu es obligé de regarder le produit, tu as le nez dessus. Quoi. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois, c'est sobre. Vu tout l'effort qu'on met pour faire des bons produits, des beaux produits, tu n'as pas besoin de trop de faire son et lumière. Il faut se concentrer. Faut pas en faire de trop. Quoi. Non, si on se donne déjà tellement de mal. Il faut laisser le produit parler. C'est ça, exactement. Tu goûtais quelque chose? Massepain citron. Massepain citron. Ça, donc avec les bonnes amandes de la Drôme, là, de Sébastien Villeneuve. On les blanchit, on les émonde à la main. Après, on laisse sécher environ 4 heures les amandes en les brassant pour qu'elles ne soient pas trop humides quand même. Sinon, après, ta pâte d'amande, elle est trop molle. Ouais. Et après, jus de citron, pareil, toujours infusé avec les zestes. La crème de citron, dont on parlait tout à l'heure. Des citrons confits aussi. Forcément un peu de sucre. Et on boit tout ça ensemble. Et après, sur le dessus, tu vois, on vient découper une petite écorce de citron confit d'Amalfi qui a vraiment un goût particulier et on vient la poser dessus, tu vois. Comme ça, t'as vraiment, nous, on essaie vraiment de faire des bonbons de chocolat qui aient de la texture. Parce que souvent, les bonbons de chocolat, ils ont un peu tous la même texture. Et puis justement, comme on dit, s'ils ont passé 6 mois au congélateur, et puis là, tu sens que c'est c'est hyper bon. C'est sûr que c'est pas pareil. Et puis au moins, ça... T'as la texture et t'as les goûts différents. Tu vois, le citron, il s'exprime pas pareil. Au début, tu sens un peu l'amertume, tu vois, les zestes, après, tu as la longueur en bouche du... C'est ça. Bon. Et nous, ce qu'on essaye de faire, quand c'est possible, c'est, tu vois, sur le massepain citron, il y a la petite écorce de citron qui vient rappeler. Là, sur le praliné caramel cacao, il y a l'éclat de fèves de cacao. Là, on est sur une écorce sur une gousse de vanille. Là, sur une écorce d'érable. Là, on a fait un peu de sarrasin. On essaye de faire en sorte que un petit rappel, le décor, il te donne une indication sur soit qu'il apporte du goût ou de la texture, soit qu'il te donne une indication sur la saveur qu'il y a dedans. Parce que sinon, tu vois, là, les traits de fourchette, c'est drôle pour un chocolatier, mais c'est drôle parce que tu fais beaucoup de fourchettes, mais ça parle pas, tu vois. Alors que là, il y a quelque chose qui se passe visuellement, quoi. Et quand tu ouvres le gaufret, c'est gourmand, quoi. C'est pas tout lisse, justement, tout uniforme, quoi. C'est presque le côté pâtissier qui revient, tu vois. C'est en mode un décor d'entremets, tu vois. Exactement. Tu vois, comme Pierre Hermé, quand il dit les décors, il faut que ça ait du goût, quoi. C'est un intérêt. C'est pas juste un joli truc, quoi. Ou la gavotte, tu vois, le décor, c'est l'éclat. C'est le moins beau, c'est le moins net de tous, et c'est celui que les gens... celui qui a gagné c'est celui-là, le fameux. Par rapport à tout le reste, tout est vraiment... toi, lui, c'est un peu aléatoire, quoi, un peu... T'as un éclat posé dessus comme ça, mais c'est ça qui fait toute la dégustation, parce que tu commences vraiment par le bonbon, par le crack, tu vois, le truc bien croquant, la petite détonation dans les oreilles, tu vois, c'est ça qui fait le goût, quoi.